Déjà, je tiens à féliciter l'honorable Assalé Timoko qui est d'abord un modèle pour la jeunesse ivoirienne, pour la personne qui l'incarne, et aussi brillant député, brillante autorité décentralisée. On peut le voir par les luttes qu'il a menées antérieurement, la crise du data et autres. Mais par rapport à la réalité de l'élection présidentielle, les réalités diffèrent. Déjà, il y a tout de suite deux questions. La première question, c'est finalement, quel est votre point de démarcation avec le président Alassane Ouattara pour prétendre le remplacer? Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que souvent vous allez dans le populisme pour essayer de jouer sur les émotions pour redynamiser votre ancrage politique? Je suis parfaitement heureux de cette situation. Ça prouve que nos adversaires n'ont pas d'argument pour m'opposer par rapport à mon combat sur le terrain. Ils n'ont aucun argument. Je l'ai dit sur une chaîne concurrente que le RADP est très fort devant des partis qui ont déjà gouverné, parce qu'il peut leur opposer leur bilan. Mais à moi, le RADP ne peut pas m'opposer un quelconque bilan. Donc tout l'argumentaire qui peut sortir, c'est du populisme, c'est qui ne veut rien dire strictement. Il n'y a jamais eu dans votre démarche une volonté de populisme, de récupération de certaines situations? Rien à voir. Un député est un agent au service de la communauté. La Constitution dit qu'il est au service de la population, il est le défenseur de leurs droits. Quand un problème d'intérêt national est posé, il appartient aux députés de sortir et de prendre la parole. Le faire, ce n'est pas du populisme. La crise de la data, quand on est sorti, on a mené un combat, ça produit un résultat. Si on n'a pas eu ce combat, aujourd'hui, les Ivoiriens paieraient la data plus cher que hier. Et donc, ça a eu un résultat. Quand je prends la question de conservation des corps dans les morgues, aujourd'hui, le coût de conservation des corps dans les morgues a baissé de 30%. C'est moi qui suis à l'initiative de cette baisse. Tout le monde le sait. En quoi est-ce que c'est le populisme? Est-ce que les Ivoiriens n'en profitent pas? Sur tout le territoire, chacun a constaté que sur sa facture, il y a 30% de baisse. C'est effectif. Est-ce que ça a un impact sur la vie des gens? Donc, pour moi, ce procès en populisme n'a aucun sens. C'est la preuve qu'ils n'ont aucun argument à m'opposer par rapport au combat que je mène. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui me diffère du président Ouattara? Tout nous diffère. D'abord, nous n'appartenons pas à la même génération. Voilà. Le président Ouattara appartient à une génération qui a commencé la politique depuis les années 90 et qui, pour moi, est en train de sortir de la scène. Lui-même le dit, qui va transmettre le pouvoir à une autre génération. Donc, ils sortent de cette scène politique. Donc, par conséquent, nous n'avons pas de similitude. Il est au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Moi, je n'ai jamais gouverné le pays. Je suis au niveau local. Je ne suis pas au niveau central. Cela nous diffère. Ensuite, son parcours, j'allais dire social, son parcours professionnel. Non, je parlais plus en matière de propositions. Non, mais on va y revenir. On va y revenir. Allez-y, allez-y. Il est au pouvoir depuis 15 ans, il a un bilan à défendre. Nous arrivons pour nous présenter, nous avons un projet à proposer aux Ivoiriens. Je pense que dans le cours de l'émission, on va rentrer dans les détails de ce projet que nous allons vous proposer. Donc, d'un point de vue des individus, tout nous sépare, tout est différent par rapport au président Ouattara. Après, sur les propositions, nous pensons que nous venons avec un projet de société que nous avons baptisé la société de confiance, qui est en opposition à la société de défiance dans laquelle nous vivons. Nous nous posons la question de savoir quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants. Le RADP qui est au pouvoir a construit sa dynamique sur les questions d'infrastructure. Aujourd'hui, tout leur discours, c'est nous avons bâti des broudes, nous avons bâti des ponts, nous avons fait cela. C'est vrai. Et je suis l'un de ceux qui reconnaissent qu'en matière d'infrastructure, un effort a été fait, qu'un déficit a été comblé, même si beaucoup de choses restent encore à faire. Même au niveau des infrastructures, nous, demain, si nous sommes au pouvoir, c'est vrai que nous allons poursuivre les mêmes travaux d'infrastructure en matière routière, sanitaire et scolaire, mais nous allons mettre l'accent plutôt sur les zones rurales, pour traiter les voies qui mènent dans les zones rurales, les zones de production. Dans le cadre de ces parrainages, j'ai parcouru cette partie de la Côte d'Ivoire. Et j'ai été choqué de constater que des zones de production de cacao ne sont même pas accessibles parce qu'il n'y a pas de route. Voilà déjà une démarcation. Demain, nous allons mettre l'accent sur ces zones-là pour les traiter. Alors, sur la question de la société, nous pensons que la Côte d'Ivoire est arrivée à un tournant où il faut que nous revenions aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est d'abord l'éducation. Comment nous faisons en sorte qu'il y ait une démarcation entre la scolarisation et l'éducation? Nous avons l'impression que depuis une trentaine d'années, nous ne faisons que de la scolarisation. C'est-à-dire qu'on se revendique de construire des bâtiments, des salles de classe, mais on ne s'interroge pas de quels sont les actifs scolaires que nos enfants ont en sortant de l'école. Quand nous avons 60% de nos enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire correctement et écrire correctement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'actifs scolaires.
Et donc, il faut qu'on arrive maintenant à l'éducation. Mais vous remettez en cause l'éducation de toutes celles et ceux qui sont sur ce plateau. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a 30 ans, on était tous à l'école. Hein. Pas du tout. Donc, nous sommes des produits de ce système. Je parle de l'affaissement du système scolaire qui a commencé depuis les années 90 avec le passage au multipartisme et tous les troubles que le pays a connus, qui ont eu pour conséquence de faire s'affaisser le niveau scolaire en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et donc, nous pensons qu'il faut maintenant que nous redéfinissions notre système scolaire pour que nous fassions de l'éducation au lieu de faire de la scolarisation. Pour nous, c'est important. Sur la question de la jeunesse, beaucoup d'efforts ont été faits par ce gouvernement pour accompagner les jeunes en matière de formation, en matière d'employabilité. Nous pensons que ces efforts doivent être poursuivis. Mais en même temps, nous redéfinissons les choses. Vous savez, nous voulons ramener les jeunes à ce qu'on appelle la colonne vertébrale morale. La Constitution de Côte d'Ivoire, en son article 10, qui était l'article 8 de la Constitution, dit « L'État et les collectivités ont le devoir d'assurer le développement de la jeunesse. Il crée les conditions pour sa protection morale, pour qu'elle évite l'abandon moral. » C'est très clair. Nous allons reprendre en main la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on ne va pas remonter l'eau chaude. Il faut de la formation. Il faut que la formation scolaire soit adaptée au marché du travail. Ça, tout le monde peut le faire. Ce qui n'est pas fait, c'est comment faire pour que notre jeunesse porte des valeurs, comment faire pour qu'elle soit des citoyens modèles et de même porter notre développement. Quand on entend les hommes politiques dire comment faire, on a l'impression qu'ils sont encore dans l'interrogation alors qu'ils sont censés être force de proposition. Non, moi je suis en train d'expliquer. Je vous dis que la Constitution demande que les collectivités et l'État s'occupent de la jeunesse. Notre souci en Côte d'Ivoire, c'est que l'État, ou bien le gouvernement, a tout centralisé, dépouillant les collectivités de leur mission, qui est d'éduquer dans la proximité la jeunesse. Je suis maire, je sais de quoi je parle. Toutes les politiques gouvernementales en matière de jeunesse en Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années, n'ont jamais associé les collectivités. Alors que la Constitution dit que c'est l'État et les collectivités qui doivent agir. Alors, quand on parle de protection de la jeunesse contre l'abandon moral, mais c'est très fort, ça est dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous faisons pour reprendre en main l'éducation morale de notre jeunesse? Chacun sait que nos jeunesses s'abîment dans la drogue, qu'elles s'abîment dans l'alcool, qu'elle est à la rue et que personne ne s'en occupe réellement. Nous, à ADCI, nous revenons avec un projet structuré qui est très fort pour la jeunesse. Première chose, cela se fait dans d'autres pays. ADCI demain au pouvoir, tous les jeunes qui ont moins de 18 ans n'auront plus accès aux réseaux sociaux. C'est très clair. Tous les jeunes de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Il y aura des plages horaires au cours de la journée où ça sera ouvert. Mais pour faire de l'éducation. Tous les pays sérieux, aujourd'hui, sont en train de venir à cela. Nous allons le faire. Première chose. Deuxième chose, il y a une loi qui a été votée en 1904 qui préserve les jeunes des matières et des boîtes de nuit. C'est la loi sur le débit des boissons. Elle n'a jamais été mise en application en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai mise en application à Tia-Salé. Vous n'avez pas 18 ans, vous ne mettez pas les pieds dans une boîte de nuit, dans un mati. Nous allons appliquer strictement cette loi-là. Troisième chose, l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on reprend en main notre jeunesse? Eh bien, nous allons imposer la discipline. Service militaire obligatoire pour tous les jeunes. Obligatoire. Donc voilà des éléments que je mets sur la table et qui vont composer notre programme que nous allons diffuser bientôt. D'accord. Voilà, cher ami Très bien. Alamine, voilà la réponse que je voulais donner par rapport.